Ce programme contient des descriptions d'actes violents et aborde les thèmes du deuil et de la perte d'un proche, ce qui pourrait choquer les téléspectateurs les plus sensibles. Dans True Life Crime UK, vous découvrirez des enquêtes sur les énigmes criminelles les plus atroces qui ont fait la une des journaux et des réseaux sociaux. Ces victimes étaient jeunes, et les crimes qui ont été commis ont soulevé autant de questions que d'indignation. Je suis Linda Hadey, correspondante pour True Life Crime UK, et je vais enquêter sur ces crimes pour faire éclater la vérité. Une jeune lycéenne assassinée dans sa propre maison. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi quelqu'un se serait introduit dans la maison pour la tuer. Une ville entière sous le choc et une famille en deuil. On n'imagine pas que son monde entier puisse s'effondrer en l'espace d'une journée. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Un tueur qui a essayé de brouiller les pistes pour la police. Le coupable devait avoir manipulé le corps d'Ellie pour faire croire que c'est elle qui tenait le couteau dans sa main. Comment cette mort violente est une piqûre de rappel et incite au changement? On a fait pression sur les membres du gouvernement pour qu'ils revoient la sévérité des peines dans les cas d'homicide. C'est un problème qui touche toutes les jeunes femmes. Ça ne touche pas uniquement le Royaume-Uni, c'est un problème qui touche le monde entier. Je me rends à Calne, dans le Wiltshire. Cette région se trouve au bord de l'ouest de l'Angleterre. En 2019, Calne fut le théâtre d'un crime odieux qui attira l'attention de toute l'Angleterre. Au centre de ce drame se trouvait une jeune fille de 17 ans, Ellie Gould. Le 3 mai, la nouvelle de sa mort secoua la ville tout entière. J'étais sous le choc quand j'ai appris sa mort. J'arrêtais pas de me faire des scénarios pour comprendre ce qui s'était passé. Quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, j'étais complètement perdue. J'arrive toujours pas à croire ce qui est arrivé. Jamais je me ferai une raison. Le corps d'Ellie a été retrouvé sur le sol de sa cuisine, un couteau dans la gorge. Elle était censée passer ses examens blancs quelques jours plus tard. C'est difficile d'imaginer le choc que ça a dû être pour la famille d'Ellie ce jour-là. Ils ont élevé une jeune femme intelligente, ambitieuse, et il a suffi d'un instant pour que tout se volatilise. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Pour en apprendre plus sur Ellie, je vais rencontrer sa mère, Carol. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. J'aimerais en savoir un peu plus sur Ellie. C'était quel genre d'enfant? Elle était très joyeuse, elle riait tout le temps. Sa passion, c'était les animaux. Elle les adorait, c'était une fille très douce. Elle avait des cochons d'Inde et il fallait voir comment elle les chouchoutait. Alors, Pickles, t'en penses quoi du désherbant? Puis elle s'est mise à l'équitation. Elle aimait les chevaux? Missy? Oh, sérieux. Gentille fille. J'ai plein de beaux souvenirs des fois où on est parti se balader à cheval à la campagne. Elle me promettait qu'on n'irait pas trop vite, mais une fois sur place, je priais pour que les chevaux ralentissent. C'était quoi votre dernier moment en compagnie d'Ellie? C'était le matin du 3 mai. On discutait et elle m'a dit qu'elle voulait aller au haras après les cours. Elle m'a dit qu'elle voulait faire un peu de saut d'obstacle, donc je lui ai dit qu'on irait ensemble. Pouvez-vous me dire comment vous avez découvert sa mort? Mon mari m'a appelé en panique et m'a dit qu'il devait vite rentrer parce qu'Ellie avait eu un accident. J'ai tout lâché pour rentrer à la maison. Sur le chemin, j'arrêtais pas de me demander ce qu'elle avait fait. Et d'un autre côté, je me demandais pourquoi elle était à la maison alors qu'elle avait cours. Que voyez-vous en arrivant? Je me rappelle avoir vu une ambulance sur la route. Et en arrivant, j'ai vu Matt en larmes. Quand je me suis précipitée vers lui en sortant de ma voiture, un policier m'a arrêtée pour me demander qui j'étais. J'ai dit « Je suis la mère d'Ellie, qu'est-ce qui se passe ?» Puis j'ai regardé Matt et il m'a simplement dit qu'elle était morte. Je suis restée bouche bée. Vous n'aviez pas encore vu le corps? On ne m'a pas laissé entrer dans la maison. Matt et moi sommes retournés un moment dans la voiture pour discuter de comment ça avait pu arriver. Je lui ai demandé si elle avait pu mettre un couteau dans le grille-pain avant de se faire électrocuter et se cogner la tête en tombant. Il n'arrivait pas à parler.
Et tout à coup, il m'a dit « Mais il y avait trop de sang, Carole, beaucoup trop de sang. » C'est pas vrai. Je comprenais pas sur le coup. Qu'est-ce que ça voulait dire, trop de sang? Ça a dû être horrible. Il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais réussi à m'en parler après ça. On n'imagine pas que ce monde entier puisse s'effondrer en l'espace d'une journée. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le corps d'Ellie fut trouvé à 15 heures. La police a alors débuté son enquête. Des heures se sont écoulées avant que la police puisse donner des détails sur la mort d'Ellie à sa famille, encore sous le choc. Je comprends pourquoi la famille d'Ellie a tout d'abord pensé que c'était un accident. C'était une fille populaire et tout le monde autour d'elle l'appréciait. La simple idée que quelqu'un ait délibérément pu lui faire du mal, ça devait être très dur à concevoir. Et pas seulement pour ses parents, mais aussi pour ses amis. C'était quelqu'un qui avait un sourire très contagieux. Elle était drôle et elle propageait sa bonne humeur autour d'elle. Tout le monde parle du fait que quand vous la croisiez dans le couloir, même si elle ne vous connaissait pas, elle vous souriait et ça faisait un bien fou. C'était quelqu'un avec qui on pouvait parler facilement. Si vous passiez une mauvaise journée, vous pouvez aller lui parler. Elle savait comment vous rendre le sourire. Ellie avait un cercle d'amis très soudé. Ils partageaient les mêmes centres d'intérêt et les mêmes idées. Je m'en vais rencontrer Harriet, l'une des amies les plus proches d'Ellie. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Pas de problème. Comment toi et Ellie êtes devenues amies? On avait des cours en commun et on se parlait de temps en temps. Mais j'ai vraiment commencé à lui parler en première. Ellie était un peu comme le ciment du groupe. Vraiment? Elle invitait des gens à rejoindre notre groupe d'amis et c'est grâce à elle qu'on était devenus comme une grande famille. Quand est-ce que tu as appris qu'il lui était arrivé quelque chose? On a lu dans un article qu'une jeune fille de 17 ans avait été retrouvée morte. C'est pas vrai. Et on s'est rendu compte que c'était sa rue. Donc vous l'avez appris dans un article en ligne? Oui, on a appris sa mort en ligne. À quoi tu pensais à ce moment-là? J'étais complètement perdue, je comprenais pas du tout ce qui s'était passé. Au début, on s'est dit que quelqu'un avait peut-être essayé de la cambrioler. Vraiment? Et qu'il l'avait tuée quand elle l'a prise sur le fait. Est-ce qu'il y avait des ennemis? Non, elle n'avait aucun ennemi et personne ne lui voulait du mal. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Ça n'avait aucun sens pour nous. C'est intéressant qu'Harriet soulève l'hypothèse d'un cambriolage. Comme j'ai grandi en ville, j'ai l'habitude de ce genre de scénario. Mais j'ai l'impression que ce genre de cas est moins courant dans les zones rurales. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Et on ne peut pas écarter l'hypothèse d'un cambriolage qui a mal tourné. Mais à mon avis, une jeune fille de 17 ans se serait enfuie s'il y avait des intrus chez elle. Ça ne tient pas la route. Au vu de la tournure qu'a prise l'enquête, la police a aussi rapidement écarté la piste du cambriolage. D'ailleurs, ils étaient convaincus que la personne qui avait assassiné Ellie n'était pas un inconnu, mais bien un de ses proches. Pour trouver le coupable, la police a donc interrogé ses amis. Voici sa camarade de classe, Ellie Wheeling, avec qui elle faisait le trajet du lycée. Merci de me rencontrer. Comment as-tu appris qu'il était arrivé quelque chose à Ellie Gould? J'ai reçu un appel de mes parents qui me demandaient de rentrer à la maison, car la police était chez nous. Que faisait la police là-bas? Quelqu'un a dû mentionner mon nom, parce que j'étais censée passer prendre Ellie pour aller en cours ce jour-là. D'accord, donc tu es rentrée chez toi. Oui. Et ensuite? On m'a interrogée. Ils m'ont demandé si j'avais vu Ellie ce jour-là et si je savais où elle était allée. J'ai répondu que je devais passer la chercher pour aller en cours, mais qu'elle disait de ne pas vouloir y aller. C'est très étrange. Ça me semblait vraiment bizarre, parce qu'elle m'avait promis qu'elle viendrait par solidarité ce jour-là, car on détestait toutes les deux l'histoire. Au début, je me suis dit qu'elle était peut-être partie se balader avant que sa mère ne rentre. Ça m'a pas alertée plus que ça. Je me suis simplement dit que c'était sa mère qui paniquait et qui voulait savoir où était sa fille. Et ensuite, ils m'ont annoncé sa mort. Je me souviens que j'ai fondu en larmes. Que t'a demandé la police? La police m'a demandé si j'avais vu Ellie ce jour-là. Je vois. Et où je m'étais rendue dans la journée. Tu savais quoi que ce soit à ce moment-là? Ce jour-là, je me doutais de rien. Il s'était passé des choses étranges durant la journée, mais à ce moment-là, j'ai pas fait le lien du tout. Et j'aurais été incapable de dire s'il y avait un problème ou non. Il s'intéressait à quelqu'un en particulier.
Qui est cette personne qui intéressait tant la police? Et quel lien avait-elle avec Ellie? Un voisin des Gould a signalé à la police qu'il avait vu un jeune homme en sweat noir frapper à la porte d'Ellie. C'est étonnant. J'enquête sur la mort violente et soudaine de la jeune Ellie Gould. Une lycéenne dont le corps fut retrouvé dans sa maison à Calne, dans le Wiltshire, en mai 2019. Au début, ses proches pensaient qu'il s'agissait d'un accident. Mais au vu des multiples coups de couteau qu'elle avait reçus dans la gorge, la police a rapidement écarté cette piste. Karen Bell est une journaliste qui a couvert l'affaire dès le début. Pouvez-vous me parler de l'enquête? Après quelques heures, que savait la police? Je pense que la police a très vite compris ce qui s'était passé ce jour-là. Ils ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'un accident ou d'un suicide. Immédiatement. Bien sûr. Un voisin des Gould a signalé à la police qu'il avait vu un jeune homme en sweat noir frapper à la porte d'Ellie. C'est étonnant. Ouais. Le coupable devait avoir manipulé le corps d'Ellie pour faire croire que c'est elle qui tenait le couteau dans sa main. C'était une tentative terriblement maladroite de faire croire que sa mort était en fait un suicide, je suppose. C'est vraiment horrible. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont trouvé un suspect? La police m'a dit que la première chose qu'ils ont demandé aux parents d'Ellie, c'est si elle avait un petit ami. Dès qu'il y a un meurtre de jeune femme dans son foyer, le premier suspect qui vient à l'esprit des enquêteurs, c'est souvent le petit ami, ou même les ex. Je vois. L'individu qui a frappé à la porte d'Ellie peu de temps avant sa mort est le suspect numéro 1. Et il devait en être conscient. C'est pourquoi il a pris soin de cacher son visage avant de s'y rendre pour qu'aucun voisin ne le reconnaisse. Est-il possible que le petit ami de cette jeune fille de 17 ans soit responsable de son meurtre? J'aimerais en apprendre plus sur la vie amoureuse d'Ellie avant sa mort. Je vais discuter avec Tilda, une autre amie très proche d'Ellie, pour en apprendre un peu plus. Bonjour Tilda. Je sais que tu étais l'une des meilleures amies d'Ellie. Comment était votre cercle d'amis à ce moment-là? On était juste une bande de potes. Quand Tom et Ellie se sont mis ensemble, c'était le seul couple du groupe. Ils s'entendaient bien? Il était assez réservé, mais si on faisait l'effort d'aller vers lui pour discuter, il était très sympa. Est-ce que tu peux me parler de leur relation? Quand c'est devenu sérieux entre eux, c'était comment? C'était sa première vraie relation amoureuse. Elle était bien avec lui, elle riait souvent. Il y a eu un changement soudain dans leur relation? Quand ils étaient arrivés à 2 mois de relation, il se projetait déjà beaucoup plus qu'elle. Il parlait de mariage, d'avoir des enfants, ça lui a fait un peu peur. Il parlait de se marier? Oui, ça l'a un peu déstabilisée d'ailleurs. Je pense que ça a été un signal d'alerte pour elle. On dirait qu'Ellie et son petit ami avaient une relation solide, mais peut-être trouvait-elle qu'il brûlait les étapes. Tom Beach connaissait Ellie depuis le collège. Il ne s'est jamais exprimé publiquement sur sa mort, mais il a accepté de répondre à mes questions. Merci de m'accorder un peu de temps, Tom. Comment décrirais-tu ton amitié avec Ellie? En fait, on parlait très souvent tous les deux. On essayait de se retrouver pendant les pauses et celles du déjeuner. C'était très difficile de lui parler. Je pense que c'est pour ça qu'on a toujours été bons amis. Tu as déjà rencontré son copain? Oui, je l'ai rencontré. Est-ce qu'Ellie se confiait sur sa relation? Je me rappelle qu'elle m'a dit plusieurs fois qu'il était assez protecteur vis-à-vis d'elle. Protecteur? Oui, il était assez protecteur. Il voulait pas qu'elle sorte toute seule. Par exemple, un soir, elle voulait se rendre à une fête. Je sais qu'il y avait d'autres mecs à la soirée, et je me souviens qu'il était assez fâché qu'elle y aille sans lui. Pour être honnête, j'ai toujours trouvé que Tom était louche. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé un peu avant sa mort? Est-ce que tu avais remarqué quelque chose d'étrange? Il s'est passé quelque chose? Je me souviens qu'elle m'a dit que Tom et elle allaient faire un break dans leur couple. Je pense qu'elle lui a dit qu'elle voulait se concentrer sur ses examens pour le moment et qu'elle voulait qu'il fasse un break. C'est une sacrée information. Je pense que je devrais creuser cette piste. Les enquêteurs confirment qu'Ellie avait rompu avec Tom le jeudi soir, ce qui correspond à la veille du meurtre. Ils interrogent Tom et le trouvent très suspect. Son témoignage ne tient pas la route. Comme il correspond au profil de l'individu en sweat noir qui rôdait près de la maison d'Ellie, la police pense avoir mis la main sur le coupable.
Thomas Griffiths fut arrêté quelques heures après la découverte du corps d'Ellie, mais la police n'avait aucune preuve. À ce stade, l'équipe scientifique n'avait aucun moyen de le relier à cette affaire et il niait toute implication dans le meurtre d'Ellie. Pour les amis d'Ellie qui se remettaient de la nouvelle de sa mort, cette arrestation fut un nouveau choc. Quand j'ai ouvert notre conversation de groupe pour lire les messages qui avaient été envoyés, quelqu'un avait écrit « Vous savez où est Tom ? Il y a la police devant chez lui. » Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis demandé comment c'était possible. Qui voudrait assassiner une fille aussi géniale qu'Ellie? Je me suis dit qu'il s'était trompé. C'était pas possible, il ferait jamais une chose pareille. On pensait bien le contraire. On se disait qu'il ne serait jamais capable de faire une chose pareille. Mais ceux qui connaissaient Griffiths depuis plus longtemps décrivent une personnalité plus complexe qu'il ne dévoilait pas à tout le monde. Je suis allée discuter avec Hugo. Il était proche d'Ellie et de Tom, et il s'est rapproché de ce dernier parce qu'ils jouaient au rugby ensemble. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, Hugo. Est-ce que tu peux me décrire Tom? J'ai connu Tom quand j'avais environ 5 ans. On était ensemble en primaire. Tout le monde voulait être son ami. Vous étiez proches? On s'entendait pas très bien en primaire. Il était du genre à embêter les autres enfants à cette époque. Il était aussi assez manipulateur quand on était petit. Il y a une histoire que ma mère me raconte souvent. Tom ramassait des cailloux et poussait les autres à faire comme lui et à les jeter sur la route. Sérieusement? Ensuite, il reculait et nous regardait tous jeter des cailloux sur la route en attendant qu'une maîtresse arrive et nous dispute. C'est comme s'il prenait du plaisir à nous faire faire des bêtises et à nous dénoncer par la suite. Il était très calculateur. Ouais, c'est vrai. Surtout à cet âge, c'est pas normal. Ouais, c'était bizarre. Quand est-ce que ça a changé? Comment vous êtes devenus amis? Ça allait mieux une fois au collège. Je trouvais qu'on pouvait se parler de tout et c'était sympa d'avoir un ami comme ça à l'époque. Et ensuite, c'est lui qui m'a donné envie de faire du rugby. Est-ce qu'il se comportait différemment sur le terrain? Tu trouvais qu'il avait une autre personnalité? C'est vrai qu'il pouvait parfois se montrer agressif envers les autres joueurs, mais c'était pas alarmant. C'est pas quelque chose d'anormal chez les joueurs de rugby. On a tous une personnalité un peu différente sur le terrain. Donc il était agressif? Ouais, de temps en temps. Comme je disais, ça arrive à tout le monde de s'énerver et d'être un peu agressif sur le terrain. Mais lui, il démarrait au quart de tour. On sait maintenant que Griffiths était manipulateur, agressif, qu'il avait le sang chaud et qu'Ellie venait tout juste de rompre avec lui. Tout ça n'est pas rassurant, mais ça ne constitue pas une preuve suffisante. Mais l'affaire avançait très vite et les preuves commençaient à s'accumuler. La vérité sur ce qui était vraiment arrivé à Ellie Gould ce jour-là était sur le point d'éclater. Donc les enquêteurs ont cherché dans un rayon de 9 minutes autour de sa maison. Et ils ont retrouvé un sac rempli de vêtements maculés de sang sur un sentier traversant les bois. J'enquête sur la sinistre affaire de la mort d'Ellie Gould qui s'est déroulée le 3 mai 2019. À 15h, Ellie Gould, 17 ans, est retrouvée morte dans sa cuisine après avoir reçu plusieurs coups de couteau. À 18h, les enquêteurs ont arrêté son ex-petit ami Thomas Griffiths pour suspicion de meurtre. À ce stade, Griffiths nie toute implication. Mais comme l'explique la journaliste Karen Bell, les caméras de surveillance jouent un rôle très important dans cette affaire. C'est quoi ces enregistrements? En fait, la police a appris que Griffiths a dit à ses professeurs qu'il ne se sentait pas bien ce matin-là et qu'il rentrait chez lui pour l'après-midi. D'accord. Et ils ont vite constaté sur les enregistrements vidéo qu'il avait pris un bus à la station de Chippenham et qu'il est rentré chez lui à Derry Hill. On a retracé ses mouvements grâce à son téléphone portable et on a pu déterminer qu'il était allé chez Ellie. Juste après? Ouais, juste après. On sait grâce à son téléphone qu'il est ensuite retourné chez lui avant de disparaître pendant 18 minutes. Je vois. Donc les enquêteurs ont cherché dans un rayon de 9 minutes autour de sa maison et ils ont retrouvé un sac rempli de vêtements maculés de sang sur un sentier traversant les bois. C'était le sang de qui? d'Ellie. Le sang d'Ellie? Ça, plus le fait qu'il avait des traces de griffes sur le cou et qu'il avait un mobile, vu qu'Ellie venait de le quitter, c'était suffisant pour l'arrêter. Pour les proches d'Ellie qui pleuraient toujours sa mort, cette nouvelle fut difficile à encaisser. Dans ces moments-là, tout ce qu'on peut faire, c'est s'effondrer et se demander comment il a pu. On l'a accueilli chez nous. Et il a décidé de lui ôter la vie, tout ça parce qu'elle a rompu avec lui. On a soudainement l'impression d'y voir plus clair parce qu'on peut enfin désigner un coupable dans cette affaire. Évidemment, c'était étrange parce que c'était notre ami.
Je n'ai absolument rien vu venir. J'aurais jamais cru qu'il était capable de faire une chose pareille. Au début, Griffiths nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Mais en août 2019, il plaide coupable pour le meurtre d'Ellie. Le public est sur le point d'entendre les moindres détails concernant ce terrible meurtre, ainsi que ses efforts pour effacer ses traces. Je retourne discuter avec la mère d'Ellie. Je n'arrive pas à croire que Griffiths s'était finalement bien impliqué là-dedans. Pour une amourette de 3 mois, C'est rien du tout. à seulement 17 ans. Ça n'a aucun sens. Et le truc, c'est qu'on n'a rien vu venir. On n'aurait jamais pu deviner que c'était un tel monstre. Il est allé jusqu'à se changer pour porter un sweat noir et des baskets blanches. Le temps était resté le même toute la journée et il n'avait aucune raison de se changer, à part pour cacher son identité. Oui, c'est suspect. Évidemment, il a d'abord étranglé Ellie. C'était ses mains sur l'arme du crime. Et il aurait pu arrêter lorsqu'elle a perdu connaissance et qu'elle est tombée par terre. Oui. Mais au lieu de ça, il a attrapé un couteau et lui a asséné 13 coups dans la gorge. C'était un meurtre sous le coup de la colère. Mais juste après, Griffiths s'est montré très posé et calculateur. Si je me souviens bien, je crois que juste après que Tom a assassiné Ellie, il a dû se dire qu'il devait couvrir ses arrières. Donc il a envoyé quelques messages dans notre conversation de groupe. Il expliquait qu'il était très stressé ces derniers temps et il demandait si quelqu'un avait vu Ellie parce qu'il voulait lui parler. Sur une des photos, on voyait son visage et on pouvait aussi voir les traces de griffes partout sur son cou. Les traces de griffes que Tom prétendait s'être infligées lui-même venaient en fait d'Ellie qui essayait de s'échapper alors qu'il l'étranglait. Juste avant que le verdict soit annoncé, les avocats de Griffiths ont lu une lettre en son nom. Il s'est excusé? Il a dit « Désolé pour le mal que j'ai fait. J'espère pouvoir un jour expliquer ce geste. » Pour moi, ça n'est pas suffisant. J'aurais préféré qu'il dise « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. » Il essaie sérieusement de me faire croire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait avant qu'elle ne gise sur le sol de la cuisine. J'hallucine. Par contre, il savait très bien ce qu'il faisait quand il a voulu effacer les preuves. Il a nettoyé le couteau pour retirer les traces de son ADN. Et ensuite, il a mis la main d'Ellie dessus pour le replonger dans sa gorge. Il a fait ça, c'est pas vrai. Il a aussi nettoyé ses chaussures. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait tout ça pour couvrir ses traces. Griffiths est allé très loin pour brouiller les pistes et il allait marquer les esprits. Ce matin-là, Ellie Wheeling a reçu un message d'Ellie Gould qui lui disait de ne pas passer la prendre sur le chemin du lycée. L'un des messages qu'Ellie m'a envoyé ce matin-là ne devait pas venir d'elle. Car si on en croit l'heure de décès, elle était déjà morte. Il a utilisé l'empreinte digitale d'Ellie pour déverrouiller son téléphone et me dire de ne pas venir. Si j'y étais allée, j'aurais peut-être pu l'aider. Peut-être que... Désolée. Peut-être que j'aurais pu l'en empêcher. Ou peut-être que je serais entrée et que j'aurais vu Ellie à terre. Enfin, je sais pas. Désolée. Pour le meurtre d'Ellie dans sa propre maison, Griffiths a écopé d'une peine minimale de 12 ans et demi. Cela signifie qu'il pourrait sortir de prison avant son 30e anniversaire. Furieuse lors de la décision du tribunal, Carol déclare que la peine annoncée ne reflète pas la gravité du crime. Les propos tenus par Carol ont touché la corde sensible d'une autre mère. Poppy, la fille de Julie Davy, fut également violemment assassinée par son ex-petite amie. Depuis, elle enquête sur les raisons pour lesquelles les peines encourues lors des homicides conjugaux sont si faibles. Et elle essaie de faire changer les choses auprès des politiciens et des experts. Julie a accepté de me parler de Poppy et de son amitié avec Carol. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Quand avez-vous entendu parler d'Ellie et de Carol? Je l'ai vu aux infos et je me suis rendu compte que nos situations étaient très similaires. Je me suis dit qu'il fallait que je la contacte pour qu'on se soutienne. Parlez-moi un peu de Poppy. Poppy était très drôle, droite dans ses bottes. C'était une amie fidèle. Elle était éthique dans son travail et on s'entendait très bien. Elle a fait quelles études? Elle faisait des études de finance. Elle a commencé une année plus tôt. Elle avait sauté une classe. Elle était douée pour les études.
Alors qu'elle étudiait à Nottingham, elle a rencontré Joe Atkinson, un camarade de classe. Ils se sont ensuite installés ensemble à Leeds. Poppy travaillait alors en tant qu'analyste financière. Mais à la fin de l'année 2018, Poppy voulait mettre un terme à leur relation. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle comptait mettre fin à sa relation avec Joe? Oui, je crois qu'elle m'a annoncé vers la fin octobre qu'elle voulait rompre avec lui. Ok. Elle avait prévu de déménager et elle a été assassinée 2 jours avant son déménagement. Qu'est-ce qui lui est arrivé le soir où elle est morte? Le vendredi matin, donc le 14 décembre, il est allé dans la cuisine et il a choisi son arme. C'est pas vrai. Il a pris un couteau de cuisine. Elle était déjà au lit. Et je ne sais pas par quel miracle, mais elle a réussi à lui échapper et à courir vers la porte de l'appartement. Ensuite, la police scientifique a trouvé des preuves qui indiquent qu'il l'a traînée par terre, puis qu'il l'a retournée pour s'asseoir sur elle et lui a asséné plusieurs coups de couteau. Il a continué jusqu'à ce que, je cite, « elle arrête de bouger ». En tout, il l'a plantée 23 fois. On a pu compter 49 coupures sur son corps et plus de 100 blessures. Et ensuite, il a essayé de nettoyer certaines pièces de l'appartement. Enfin, il a pris le couteau et ses vêtements et il a conduit pendant 1 heure pour aller s'en débarrasser. Pour les cacher? C'est ça. Et pendant tout ce temps, Poppy était étalée devant la porte. Il l'enjambait, c'est tout. De quelle peine a-t-il écopé, Julie? En fait, comme l'arme du crime se trouvait déjà sur les lieux, Oui. la peine minimale conseillée est de 15 ans de prison. Il a fini par écoper de 16 ans et 2 mois. Seulement 16 ans? 16 ans et 2 mois, oui. J'y crois pas. Et si ça avait eu lieu ailleurs et qu'il avait amené une arme avec lui, la peine minimale aurait été de 25 ans. 2 meurtres de femmes extrêmement violents. 2 peines minimales dérisoires. Ça en dit long sur le système en place. Nous vivons dans une époque où les violences contre les femmes et les cas de féminicide, c'est-à-dire des hommes qui tuent des femmes, sont monnaie courante. On a tendance à croire que les femmes se font assassiner dans la rue. Mais en réalité, ça arrive très rarement. Tous les 3 jours, une femme est tuée par un homme au Royaume-Uni. Et dans ces cas-là, elles sont tuées à leur domicile les 3/4 du temps. Carole et Julie sont en colère contre le système judiciaire qui, d'après elles, est biaisé contre les femmes. Et elles veulent que ça change. Il y a 2 facteurs qui ont entraîné une faible peine pour les tueurs de leurs filles. Premièrement, l'âge de Griffiths. Comme il avait moins de 18 ans, la peine minimale était de 12 ans seulement. Ensuite, lorsque Griffiths et Atkinson sont arrivés sur les lieux du crime, ils ne portaient pas d'armes. La loi suggère donc que ce crime ne peut pas être qualifié de prémédité. J'aimerais en apprendre plus sur les homicides conjugaux, donc je vais rencontrer une experte dans ce domaine. La criminologue Jane Monckton-Smith. Merci d'avoir accepté de me recevoir aujourd'hui. D'après ce que j'ai compris, vous connaissez très bien les affaires d'Ellie et de Poppy. Comment qualifieriez-vous ces crimes? J'appellerais ça un homicide de partenaire intime. Si on devait donner une définition, c'est souvent lorsqu'un homme tue sa femme ou sa petite amie parce qu'elle veut rompre avec lui. Ça arrive souvent, ce genre de meurtre? Ce genre d'homicide n'est pas rare du tout. C'est d'ailleurs la 2e catégorie d'homicide la plus courante touchant les femmes. La première, c'est lorsqu'elles sont tuées par leur partenaire. D'accord. Je ne savais pas. Les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur de ce problème. Et ça ne touche pas uniquement le Royaume-Uni. C'est un problème qui touche le monde entier. Jane n'est pas du tout surprise du résultat du procès des meurtres de Poppy et d'Ellie. D'après ses recherches, les personnes reconnues coupables d'homicide conjugal écopent souvent des peines relativement basses. C'est assez déstabilisant. Et je ne comprends pas pourquoi on considère que ce type d'homicide est moins dangereux, ou que ces individus ne représentent pas une vraie menace pour la société. On a tendance à penser qu'ils ont agi sans réfléchir, mais les études démontrent que ce n'est pas vrai. Dans la plupart des cas, je dirais 90%, on remarque qu'il y a bien eu une forme de préméditation. Ils y ont réfléchi avant? Oui.
Il faut qu'on arrête de dire que ce sont des crimes passionnels et spontanés. C'est une explication trop simpliste. Le mot « passion » atténue beaucoup la gravité de ces crimes. Ce mot permet d'entrer dans le cadre de l'émotionnel. Et il existe un autre sens au mot passion qui peut qualifier une relation intime ou sexuelle. Si on combine tous les sens du mot passion, on peut trouver 1000 excuses aux assassins de ces filles. Exactement. Trouver tout un tas d'excuses aux hommes pour expliquer leur comportement violent, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Ça fait peur. Oui, ça l'est. Et vous savez, si on continue de leur trouver des excuses pour de tels comportements et de telles violences, ils continueront de se comporter de la sorte car ils trouveront ça normal. Ça m'a émue cette discussion. Parce qu'avant de parler avec Jane, je ne m'étais jamais rendu compte que la plus grande menace pour nous, les femmes, c'est d'être assassinée par un proche. Ça fait froid dans le dos. On aurait toutes pu être à la place d'Ellie et Poppy. Ça aurait très bien pu être moi. Je pense qu'on devrait toutes soutenir Julie et Carol et se battre pour que les choses changent. Mais est-ce que ceux qui sont au pouvoir écoutent nos revendications? On a fait pression sur les membres du gouvernement pour qu'ils revoient la sévérité des peines dans les cas d'homicide. J'ai mené l'enquête sur l'affaire du meurtre d'Ellie Gould et ce que j'ai découvert m'a profondément choquée. Lorsqu'un homme tue une femme, cela s'appelle un féminicide et ce genre de situation arrive bien trop souvent partout dans le monde. Poppy Davy Waterhouse a également été assassinée par son ex-petite amie après avoir rompu avec lui. Aujourd'hui, leurs mères se sont alliées et militent pour faire changer la législation et que justice soit rendue pour les victimes. Ensemble, elles veulent modifier la loi sur les peines encourues par les meurtriers sur 2 points. Le premier concerne l'âge de l'agresseur et le second concerne l'arme du crime déjà présente sur les lieux. Elles ont commencé à se faire entendre à travers le pays. Ravie de vous revoir. Qu'est-ce que ça a donné, toute cette lutte? Pour l'instant, on a réussi à obtenir un autre rendez-vous avec Robert Buckland, le Lord Chancelier. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer après cette discussion? Il a dit qu'il ferait en sorte de changer les choses. J'avoue que je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire par là. Il en discute avec pas mal de gens. Ma plus grosse peur, c'est qu'il n'ose pas faire passer la peine minimale de 15 ans à 25 ans. S'il parvient à faire changer les choses, ça pourrait apparaître sur le nouveau projet de loi contre les violences conjugales. Malheureusement, ça n'apparaîtra pas sur le nouveau projet de loi sur la police qui sera voté en fin d'année. Qu'est-ce que ça implique, ce nouveau projet de loi sur la police? Il y a une petite partie de ce projet qui nous concerne. C'est la modification des peines à l'encontre des jeunes dans les affaires de meurtre. Si on s'en réfère à la nouvelle proposition de loi, la nouvelle peine minimale encourue par Thomas Griffiths, qui n'a que 17 ans, passe de 12 à 14 ans, ce qui représente une augmentation de 2 ans seulement. Pour les plus jeunes ayant commis un crime similaire sans amener d'armes sur la scène du crime, la peine minimale serait encore allégée. Pour moi, ça prouve qu'ils ne prennent pas au sérieux les violences et les homicides conjugaux, ainsi que les violences faites aux jeunes filles. Si c'était le cas, ils ne diminueraient pas la peine minimale. C'est fou! La peine minimale dans les cas où l'arme est présente sur les lieux du crime n'a pas encore été décidée. Il y a cependant une politicienne qui soutient Carol et Julie, c'est Jess Phillips. Kelly McGraw, Poppy Davis Waterhouse, Lana Owen. La députée a longtemps milité contre les violences conjugales. Tous les ans, elle lit à voix haute une liste de plus de 100 noms de victimes de féminicide, parmi lesquelles se trouvaient les filles de Carol et Julie. Emma Folds, Lorraine Griffiths, Ellie Gould. Aujourd'hui, je me suis rendue à Birmingham, dans sa circonscription. Bonjour Jess, merci de prendre le temps de me recevoir. Carol et Julie m'ont dit que vous les aviez aidés dans leur démarche. Pouvez-vous me dire comment vous avez fait et si ça a marché? On a fait pression sur les membres du gouvernement pour qu'ils revoient la sévérité des peines dans les cas d'homicide. On leur a demandé pourquoi la loi du Royaume-Uni faisait une distinction claire entre un meurtre perpétré par un inconnu ou quand quelqu'un est assassiné dans la rue et les meurtres qui se déroulent au sein d'un foyer. Pourquoi est-ce si important d'obtenir une peine juste?
Pour commencer, c'est vers quoi notre système devrait tendre. Mais en plus, il en va de l'intérêt commun. Par exemple, j'ai déjà assisté à plusieurs affaires où la personne inculpée était assez jeune et où elle est sortie de prison après 6 ans, voire moins, suivant les cas. C'est triste à dire, mais il y a des gens qui ont fait de la prison parce qu'ils ont tué plusieurs femmes, qui en sont sortis et qui ont récidivé. C'est très difficile à entendre. Vous avez parlé du fait que le système actuel ne prend pas au sérieux les violences faites aux femmes. Oui. Est-ce que la société voit ces violences du même œil? Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Je crois que la société a évolué plus rapidement que le système. Donc, pour le moment, on ne peut pas encore vraiment définir de peine minimale. Je trouve que durant la dernière décennie, la vision qu'ont les gens des violences faites aux femmes et aux jeunes filles en général s'est beaucoup améliorée. Le système actuel est-il désuet? Oui, ça ne fait aucun doute. Le système qui est en place actuellement a été majoritairement pensé par des hommes, pour des hommes, et il est principalement dirigé par des hommes. C'est complètement fou quand on y pense. Ça n'a pas de sens. Carole et Julie comptent bien faire changer les choses, et elles ne sont pas les seules à se battre pour ça. Après la mort d'Ellie, ses amis ont lancé une pétition en ligne pour intégrer des cours de self-défense au cursus scolaire. Elles ont récolté plus de 18 000 signatures. Leur idée fut soumise au Parlement, mais elle fut rejetée. Je suis retournée dans le Wiltshire pour revoir les amis d'Ellie et discuter de leur campagne. Scène 6, prise 2, action. J'y vais, à plus tard. Salut beau gosse, t'es canon. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es devant chez moi? Tu dois faire plus attention. Bonjour Harriet et Ellie, comment vous allez? Bien, merci. Ça a l'air intéressant ce que vous faites, c'est quoi? Après la mort d'Ellie, on a lancé notre pétition en ligne pour que les cours de self-défense soient une matière obligatoire au lycée. Mais quand ça a été refusé, il a fallu qu'on réfléchisse. On voulait pas nous aider, donc on devait agir par nous-mêmes. Je vois. On est en train de filmer un court-métrage pour notre société d'intérêt communautaire qui s'appelle Access Safety CIC. On essaie de mettre en scène les relations saines et malsaines qu'une jeune personne est susceptible de rencontrer. À qui c'est destiné? Qui va regarder ça? Les écoles de la région. Et ensuite, on aimerait que notre film soit diffusé partout dans le pays. On essaie aussi de créer des brochures, des guides et des flyers pour les professeurs, car on s'est rendu compte qu'ils étaient souvent démunis face à ces problèmes. Pourquoi c'est important de faire tout ça? Personnellement, je trouve que le système éducatif en place actuellement n'est pas adapté. On n'est pas assez sensibilisé aux relations entre les individus. Je trouve que le travail que vous faites est absolument formidable. Après tout ça, après avoir perdu votre ami, vous avez quand même trouvé la force de vous battre pour les autres pour que ça n'arrive plus jamais. Je trouve ça vraiment remarquable. Merci. Vous avez tout mon respect. Ça fait du bien de voir les amis d'Ellie transformer une tragédie personnelle en quelque chose qui pourra servir l'intérêt commun. Le fait qu'elles restent à ce point motivées, alors que même les plus hautes autorités ont refusé de les aider, ça force le respect. Mais pour que les choses changent vraiment, elles ont besoin du soutien des puissants. J'ai voulu discuter avec le secrétaire d'État à la justice, mais on m'a répondu que cela n'était pas possible, car la loi pouvait changer entre l'entretien et la date de diffusion de cette émission. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Poppy Davy Waterhouse et Ellie Good ont été violemment assassinés et nous sommes pleinement conscients des conséquences que ces crimes ont eues sur la famille et les proches des victimes. Nous comptons revoir les peines requises pour les homicides conjugaux. Dans le cadre de ce processus, nous sommes en train d'examiner quelles conséquences pourraient avoir de telles révisions sur les victimes de violences conjugales. J'ai discuté avec Carole après qu'elle et Julie ont rencontré le secrétaire d'État à la justice. Il a annoncé qu'il se penchait sur les peines des homicides conjugaux. Cela signifie qu'il examine actuellement les peines de plus d'une centaine d'affaires. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Bonjour Carole, merci de m'avoir recontactée. Qu'a dit Robert Buckland concernant les peines pour homicide? Déjà, c'est assez rassurant car Julie et moi pourrons intervenir dans ce processus de révision. Comment? Nous participerons à l'évaluation des peines. Et nous ferons entendre nos voix pour toutes les victimes dans ce pays. Nous parlerons pour toutes les familles qui ont perdu un proche dans leur propre maison,
Il a admis que la loi datait d'il y a 25 ans et qu'il fallait qu'elle soit enfin réformée. Génial. À votre avis, comment ça va évoluer, cette loi concernant l'arme sur le lieu du crime? Personnellement, j'aimerais qu'il n'y ait aucune différence et qu'on la traite comme si l'arme avait été amenée sur les lieux du crime. On espère que ces changements feront partie de la nouvelle loi contre les violences conjugales. Mais malheureusement, c'est un projet qui ne verra pas le jour avant le printemps 2023. Ça me paraît plutôt long comme délai. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas passer cette loi rapidement pour diffuser un message, pour montrer que les violences faites aux femmes ne seront plus tolérées. Quand vous en parlez comme ça, on dirait que le gouvernement vous écoute enfin. C'est pas encore terminé. On n'a pas encore atteint nos objectifs. Donc, tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on veut, je pars du principe que rien n'est gagné. J'espère que vous et Julie arriverez à accomplir vos objectifs. Ces deux mères de famille et leur histoire m'inspirent beaucoup. Elles ont réussi à se relever après que leur fille ait été violemment assassinée, à militer pour que les choses changent et pour protéger les autres. Le système mettra sans doute du temps à réagir, mais je sens qu'elles n'arrêteront pas tant qu'elles n'obtiendront pas ce qu'elles veulent. N'oublions pas pourquoi elles font tout ça. Parce que trop d'hommes ne supportent pas d'être rejetés et qu'ils réagissent de façon violente et cruelle. Ce ne sont pas des crimes passionnels, ce sont des crimes possessifs, et il faut que ça cesse. Et derrière tous ces chiffres se cachent des jeunes femmes uniques, à qui on a ôté la vie bien trop tôt, mais que l'on n'oubliera jamais. Tout comme Ellie Gould, qui m'a donné envie de commencer cette enquête. C'était une fille adorable et géniale. On ne l'oubliera jamais. C'est dans les situations les plus banales que je me rends compte à quel point elle me manque. Par exemple, quand on sort entre copines le soir, mais qu'elle n'est pas avec nous. Elle était toujours là pour nous remonter le moral quand on en avait besoin. Elle avait toujours les mots justes. Pas un seul jour ne passe sans que je pense à elle, parce que c'est le seul moyen que j'ai pour la garder en vie dans mes souvenirs. Elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur. C'était une jeune femme très gentille, attentionnée. Elle était bienveillante et elle avait beaucoup d'humour. J'adorais passer du temps avec elle. Elle avait aussi beaucoup d'amis. C'est pour ça qu'on est dévasté par sa mort. Et la ville entière ressent la même chose. C'est pour ça que je ne dois rien lâcher.